Bon, merci de m'avoir accueilli ici. Merci Storycode et merci Primi. Je suis effectivement assez content d'être là pour vous raconter ce projet parce qu'il vient de sortir et on commence à peine à souffler. Et quand un projet sort, en fait, il y a plein de boulot qu'on avait mal anticipé qui arrive comme d'habitude. Donc, en fait, tous mes collègues sont en train de bosser comme des tarés. Et moi, je suis assez calme et content d'être là. Donc moi je suis Mathieu Détain, j'ai une société de production que j'ai fondée avec Éléonore Lamotte qui s'appelle Kids Uphill, qui est une société de prod qui fait quasi essentiellement des œuvres interactives, du docu, de la fiction, du magazine, en fait peu importe. On fait du lab, des choses un peu folles qui ne voient jamais le jour parce qu'elles sont évidemment parfaitement habitables. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver des moyens de raconter des histoires un peu différemment, et comme je suis pas seul à le dire, j'ai pas l'impression de vous faire marchand de tapis, parce que tout le monde cherche à faire ça en ce moment. Et on est une de ces sociétés parmi tant d'autres. Ce que je vous propose, avant qu'on se plonge dans Corto Maltese Secret de Venise, c'est de vous montrer une sorte de petit teaser pour qu'on se mette tous dans l'ambiance. Cosa ho fatto nelle tenebre di Venezia? Sì, adesso ricordo. Ho guardato le stelle per trovare la rotta, aprire nuovi percorsi, incontrare il mistero. Sono sopravvissuto al lampo di una lama che fendeva la notte e alle ombre dei canali. Ho seguito le tracce di una donna, fra i sogni delle lagune. Altri verranno come me per cercare un ultimo tesoro. Altri verranno come te, oltre le visioni di uno specchio, nei mondi di Corto Maltese. Comme c'est bien mystérieux, vous ne savez pas encore ce que c'est, donc c'est bien, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Juste pour savoir qui ne connaît pas Corto Maltese. Voilà, ça c'est bien. Bon, il va vite connaître. Et ben oui, Corto Maltese, effectivement, il est extrêmement connu, surtout en France. Même si évidemment Hugo Pratt est italien, mais le plus gros marché de Corto Maltese, c'est la France, et son auteur, tout comme son personnage principal, sont deux figures vraiment charismatiques. Moi je suis un gros fan de Corto Maltese. Je sais pas, qui est fan de Corto? Qui a lu au moins une BD de Corto, pour de vrai? C'est bien, parce qu'en fait on se rend compte que Corto il est hyper connu, mais il n'y a pas tant de lecteurs que ça. Je suis content qu'il y en ait plein ce soir. Donc Corto, c'est cette figure très, très charismatique qui est un peu une figure qui a installé le roman graphique. Tout ce qu'a créé Hugo Pratt est quand même extraordinaire, et a été beaucoup exporté dans 19 pays. Pour vous donner une idée, c'est 5 millions de copies vendues dans le monde, c'est 380 ou 360 millions pour Astérix, donc on est sur une figure populaire, on n'est pas non plus sur les mêmes chiffres. Voilà, c'est Corto Maltese, pour moi c'est évidemment les aventures, c'est le noir et blanc, c'est tout ça, et je pense que c'est la même chose pour vous. C'est une figure avec laquelle on a grandi, et avec ce projet, on va voir comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de raconter quelque chose autour de Corto Maltese. Alors, quel est le point de départ? Il y a un auteur qui est mort il y a 20 ans, enfin l'an prochain ça fera 20 ans. Il y a un très gros patrimoine. Et comment est-ce que l'aventure commence? En fait, on était en relation avec Casterman pour un autre projet, et chez Casterman, qui est l'éditeur historique en France et en Belgique de Corto Maltese, on a rencontré Nadia Gibert, qui était à l'époque l'éditrice de Corto Maltese.
Et Nadia nous a dit, il y a 2 auteurs, Marco Dana, un photographe, et Marco Steiner, un écrivain, qui ont fait un truc fou. Ils sont allés tout autour du monde, dans tous les lieux où se déroulent les aventures de Corto Maltese, pendant plusieurs années. Donc c'est complètement génial pour eux. Et ils ont rapporté de ces voyages des photos et des textes qui ont fait l'objet d'une expo et d'un bouquin qui s'appelle Les lieux de l'aventure, mais également les préfaces de la réédition, de la dernière édition en couleur des Corto Maltese. Et avec Nadia Gibert, on a rencontré ces 2 auteurs qui avaient envie de faire quelque chose de numérique. Ils appelaient ça numérique. Et ils nous ont montré une petite vidéo, une sorte de motion design bricolé, dans lequel ils mettaient des bouts d'aquarelle de Pratt, des bouts de ses photos, des textes dits à la voix. Et on en était là. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors nous, évidemment, quand on nous propose de réfléchir à Corto Maltese, évidemment, on bondit et on était évidemment au garde à vous. On a rencontré tout de suite France Télé avec Boris Razon, donc des nouvelles écritures, et on lui a dit, il y a Corto Maltese, il y a peut-être quelque chose à faire, est-ce qu'on essaye de faire quelque chose ensemble? La réponse a été oui. On s'est revus tous ensemble avec Casterman sans bien savoir quel était, on n'avait pas vraiment réfléchi à un concept à ce moment-là, mais juste l'envie de faire quelque chose. Donc ça, c'était notre point de départ. C'est assez chouette quand on commence un projet et tout le monde est motivé et tout le monde a envie sans trop savoir ce qu'on va faire. C'est rare, donc faut le souligner. Et donc, on a imaginé une première proposition. Alors, ça se passait fin 2011, donc c'était il y a 3 ans. Et en fait, en l'espace de quelques semaines, on a imaginé un premier concept qui était plutôt documentaire, plutôt narratif. Alors, pour vous le raconter, je vais vous montrer le dossier qu'on a déposé à l'époque au CNC. Et vous allez voir que le projet n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Dans ce projet-là, alors comme tous les dossiers CNC, on écrit petit pour faire rentrer toutes les idées qu'on a à dire. Voilà. Dans ce projet-là, on voulait partir complètement du travail documentaire de ces 2 auteurs. Et on voulait raconter les mondes de Corto Maltese, mais uniquement à travers ces matériaux-là. Alors, je vous montre quelque chose comme ça. On s'est dit, on va faire des espèces de petites bulles. C'était très à la mode à l'époque. On va faire des petites bulles multimédia, interactives, machin. Mais en fait, vous voyez rien depuis tout à l'heure? C'est ça. Et personne. Et il est beau ce bateau. Ouais. Ouais, c'est un peintre italien que j'adore. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas vu la couverture magnifique de ce dossier CNC. Donc on a dit on va faire des espèces de bulles dans lesquelles on va raconter les histoires que ces auteurs sont allés chercher. Et on va y mélanger un peu des aquarelles. Donc on était assez proche de leur idée à eux. Par exemple, là il y a un endroit qui s'appelle le Musical Bridge en Irlande, qui était décrit et qui était dessiné et décrit par Pratt. Donc les auteurs sont allés là-bas et ils n'ont pas compris pourquoi ça s'appelait le Musical Bridge. Donc ils ont attendu longtemps, ils se sont dit c'est peut-être le vent qui passe sous le pont, c'est peut-être, je sais pas, la pluie qui tombe dessus. Ils ont attendu, il ne se passait rien. Et puis ils sont partis. Et en partant, ils ont vu une voiture arriver. Et de cette voiture, dans laquelle il y avait deux femmes, une grand-mère et puis a priori sa petite fille, la petite fille est sortie et elle a pris la pierre qui est posée sur le pont et elle l'a passée sur le parapet et le pont s'est mis à faire un bruit de xylophone. Et en fait, ils nous ont dit que partout où ils sont allés, ils ont eu que des aventures comme ça. Donc c'est la magie de Pratt, c'est la magie de Corto, et ils l'ont vécu. Ça fait sourire quand ils le disent la première fois, quand on lit les histoires et quand on voit ce qu'ils ont vécu, on se dit qu'il se passe quand même un truc complètement fou. Et c'est tout ça qu'on voulait dire dans ces petites bulles. Et alors, où est ma souris? Hop. Donc il y en avait d'autres, là c'était des histoires de chamans en Sibérie. On voulait travailler avec les photos de Marco Dana, qui sont assez extraordinaires. Évidemment avec les aquarelles de Pratt. Et ce qu'on voulait faire, c'était ça. C'était une espèce d'interface avec plein de bulles. On choisit une première bulle, et en fonction de ce qu'on a regardé, il y a des bulles qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Et ce qu'on est en train de faire, c'est finalement un espèce de parcours qui peut se matérialiser comme ça. On aime bien faire des schémas qui veulent rien dire. C'était très à la mode à l'époque aussi. Et donc, dans ce schéma, en gros, il y avait quand même un sens. Quand on est parti d'une première bulle, certaines sont encore disponibles, puis d'autres disparaissent, et on peut faire finalement une sorte de trace qui a un sens. Et quand on
au fur et à mesure qu'on fait cette trace et qu'on voit des bulles, une fresque apparaît en fond. Et cette fresque-là, elle est unique parce qu'elle dépend de ce que vous avez vu. Donc il y avait l'idée de la révélation dans le voyage et dans l'initiation, qui est un moteur d'écriture de Pratt. Donc c'était quand même un petit peu pensé. Et on s'était dit, quand on arrive à la fin de cette première expérience, on a une fresque qui n'est pas finie, et il faut trouver des collaborateurs d'autres aventuriers avec qui partager, superposer sa fresque pour découvrir des nouvelles choses. Donc on avait la naïveté de croire que des gens allaient collaborer sur un truc interactif comme ça qui prenait déjà 2 heures. Voilà. Donc ça, on ne fait plus. C'est saut 2010. Donc c'était ça le projet, et il ressemble pas du tout, mais ce qui était intéressant, c'était de se plonger dans une première écriture. Et le dossier CNC, comme vous le savez sans doute, on fait souvent la démonstration de ce qu'on sait faire, mais pas de ce qu'on va faire, en tout cas en développement. Donc ça, c'était la première proposition. Hop, je reviens là. Et puis, une fois qu'on a eu, donc début 2012, on se retrouve avec le financement du CNC, et on se dit, l'objectif, c'est de faire découvrir l'univers de Pratt. C'était pas tant Corto Maltese que l'univers de Pratt, et comment un auteur arrive à déployer un univers tel que celui-ci. On s'est dit, qui est-ce qui va réaliser ça ? Qui va être aujourd'hui capable de raconter une histoire où on veut faire raconter plein d'éléments, des trucs interactifs, des trucs documentaires, de la bande dessinée, et faire découvrir l'univers de Pratt, qui est quand même un univers extrêmement dense. Qui va pouvoir faire ça ? Et assez vite, on s'est dit, on va aller chercher du côté du jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, on va trouver ceux qui savent mettre beaucoup de choses compliquées ensemble et, par les mécaniques du gameplay, arriver à faire circuler l'utilisateur dans une histoire. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché d'Éric Viennot et de Lexis Numérique. Parce qu'on s'est dit, dans les studios de jeux vidéo, ceux qui sont capables de s'approprier des scénarios qui sont un peu hors du commun, qui sont un petit peu plus dans la sensibilité de ce qu'on essaye de faire là, Éric Viennot nous semblait être la bonne personne. Donc on a rencontré Éric Viennot, on a rencontré son équipe, et on s'est mis en route avec Lexis Numérique. Ce qu'on s'est dit assez vite, c'est qu'on allait abandonner cette histoire documentaire, que Pratt, lui, ce qu'il veut, c'est raconter des histoires. Ce qu'il a toujours fait, c'est raconter des histoires. Et donc on s'est dit, il faut qu'on raconte une histoire. Donc on a été chercher 2 scénaristes, on est allé chercher l'équipe de Lexis Numérique, donc notamment un game designer qui s'appelle Jérôme Pellissier, et qui est un peu le réalisateur de la partie qui a été faite par Lexis. Et on est parti sur une histoire originale qui est, on va se trouver à Venise, et on va essayer de retrouver des émeraudes qui ont été dissimulées par des femmes qui ont rencontré Corto Maltese. Donc c'était un petit peu ça le point de départ. Ce qui nous permet d'aboutir à une deuxième proposition. Donc, il se passe quand même 1 an de développement. Je vous fais ça en raccourci parce que c'est quand même beaucoup de travail, mais une deuxième proposition. Cette fois-ci, je vous la mets de votre côté direct. Qui est le dossier de demande d'aide à la production du CNC. Donc à ce moment-là, on a toujours Casterman et France Télévisions. Et vous allez voir que dans ce dossier, on écrit toujours petit parce qu'on avait plein de trucs à dire. Ça ne change pas tellement. C'est limité à 25 pages, donc on n'est pas très beau joueur avec la commission. C'est ça que je vais vous montrer. Voilà. Là, on part de Venise. Et donc, on a 6 chapitres, 6 femmes. Chacune des femmes qui sont présentes dans les aventures de Corto Maltese porte un thème particulier, l'ésotérisme, la guerre, la révolution, etc. Il y a des lieux dans Venise dans lesquels on va se trouver, et l'idée, c'est de déambuler à travers ces chapitres. Le principe du scénario, c'est qu'on va rentrer dans un bar dans lequel on va se faire empoisonner par un barman qui est un peu tordu et dangereux, parce que lui, il a eu vent de cette histoire d'émeraude, et il veut évidemment les récupérer, mais il ne veut pas faire le boulot. Donc en fait, il vous empoisonne au début de l'aventure, c'est comme ça que ça commence, et vous allez devoir récupérer et les ingrédients pour sauver votre vie, et les émeraudes qui vous donnent l'antidote. Donc d'un côté ou de l'autre, il va falloir avancer. Ce qu'on a calé à ce moment-là aussi, c'est le principe de la direction artistique. Alors, la direction artistique, elle est polyphonique dans le projet. D'abord, on utilise les bandes dessinées de Corto Maltese d'origine. Et on va les convoquer dans l'aventure, en les animant légèrement. Et quand on les convoque, c'est la métaphore de l'hallucination due aux effets du poison. Donc c'est comme ça qu'on va
raconter le monde de Corto Maltese en l'amenant dans le scénario du jeu. Et à chaque fois, on convoque quelque chose qui fait sens avec ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la photographie, donc toujours de Marco Dana. Est-ce que... Voilà, hop. Donc, comme celle que vous avez vue auparavant, Marco Dana, il est allé pour nous à Venise faire plein de photos qui permettent de figurer le déplacement d'un lieu à l'autre dans Venise, dans des séquences que je vais vous montrer après. Et on s'est dit qu'on allait faire évoluer la colorimétrie des photos, en gros, pour montrer comment, donc là vous avez les 6 chapitres et les 6 planches tendances qui correspondent à chacun de ces chapitres, comment on va de plus en plus dans le dilué, donc c'est en haut au milieu, complètement sous l'effet du poison à la fin du jeu, et comment on passe par la nuit, la brume, plutôt quelque chose de chaleureux, d'ensoleillé, etc. Donc chaque planche tendance correspond à un thème dans un chapitre, et la direction artistique évolue comme ça. Et puis, il y a les décors. Alors, hop. Les décors qui sont les lieux de l'interactivité. Finalement, le projet, c'est quasiment un jeu vidéo. Je vais revenir aussi sur pourquoi est-ce qu'on l'appelle jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo, on interagit, et l'interaction, elle se passe dans des décors dans lesquels on peut interagir avec les personnages, avec les objets, etc. Et alors, première idée, on a dit on va faire une photo, comme vous avez en haut là, une photo, et on va faire de la peinture numérique dessus. Et en fait, ça allait pas. Donc on a fait plein de tests comme ça, et tout ça, ça nous plaisait pas. C'est pour vous montrer l'évolution. Et en fait, on est arrivé à ça. Donc ça, c'est un décor justement très blanc au moment où on est très empoisonné. Il n'est pas dans le jeu, celui-là. Où on s'est dit, on va travailler de la manière suivante. On va partir de photos réelles, comme celle-là, ou comme celle-là. Ça, c'est dans une librairie à Venise. Et puis, à partir de ça, les DA vont faire des croquis de mise en scène. Et à partir de là, on va modéliser dans Unity, enfin dans 3ds Max, et ensuite on intègre dans Unity. Donc on fait une modélisation. En fait, des photos, les 2 premières, c'est des photos de repérage, mais pour chaque lieu, on a 30-40 photos qui permettent de modéliser. Donc là, c'est juste la modé avec les lumières. Et c'est là-dessus que le DA, Jérôme Pellissier, va faire la peinture numérique. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut découper des plans et recréer de la fausse 3D grâce à Unity. Donc ça, ce sont nos décors interactifs. Et il y en a 21 ou 22 dans le jeu. Donc d'autres exemples, le cimetière San Michele, l'île de San Erasmo. Ça vous permet de voir l'évolution de la DA justement. La place de l'Arsenal. Et ici, la cour secrète des Arcanes, qui est un lieu qui existe vraiment, qui est le lieu de la fin de Fables de Venise et qui est également un lieu qui existe à Venise. Et alors peut-être tu vas y venir, mais justement, à quel moment intervient le choix d'Unity ? Je vais y venir. Regarde, tac, tadam. Alors, ça c'était pour voilà, vous montrer un peu l'évolution. Donc première chose, comment est-ce qu'on organise l'équipe ? On a des coproducteurs, il y a une société ayant droit qui s'appelle Kong, qui gère les droits d'Hugo Pratt, qui n'était pas dans le projet en contrat avec nous, mais qui était en contrat avec Casterman. Nous, on a cette équipe-là, et il y a évidemment l'équipe de réalisation qui a fait le gros du travail, évidemment, qui est le studio de jeux vidéo Lexis Numérique. Donc ça, c'est déjà une façon de s'organiser qui est un peu originale pour nous, parce qu'on d'habitude, nous, on monte nos équipes, et là, on a confié une énorme partie du travail à un studio de jeux vidéo. Donc ça pose des questions de gestion sur lesquelles je vais revenir après, mais voilà le paysage équipe. Unity. Alors, le choix d'Unity, comment c'est venu ? En fait, on a un brief au départ où on se dit on veut être expérience compatible web et probablement tablette et d'autres supports. Donc c'est venu de là. Et on s'est dit on veut maîtriser les coûts de développement du projet. Donc si on fait que du langage natif, ça va faire exploser les coûts de développement qui sont déjà élevés. Et on s'est dit il faut qu'on utilise une techno qui soit bien maîtrisée par le studio, parce que sinon on va perdre du temps à démarrer. Et donc la réponse, ça a été Unity. Alors, je fais un petit point sur les limites, parce que l'esprit de Storycode, c'est aussi de raconter ce qui est compliqué et ce qui ne marche pas. D'abord,
il y a, avec Unity, qui est un moteur de jeu qui fonctionne hyper bien et qui est quand même un super bel outil et qui coûte très peu cher, faut le dire, il y a une première limite, c'est l'illusion de la compatibilité. Donc ici, il y a des studios de jeux vidéo qui sont là, donc ils connaissent bien le truc. Mais c'est vrai que quand on vient de la production audiovisuelle et qu'on fait pas de jeux vidéo, on se confronte à plein de choses où on nous dit Unity, tu verras, c'est compatible avec tout, c'est super. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il faut adapter l'ergonomie selon les plateformes. C'est sûr que sur un ordi, on ne se comporte pas de la même manière que sur une tablette, ni sur un iPhone, entre iPhone et iPad, voilà, il y a des ergonomies à adapter. Donc ça, c'est des petits développements successifs et finalement, ça multiplie les versions sur lesquelles on travaille. Donc il faut faire attention à la réalité de la compatibilité et de l'export dans plusieurs systèmes. Sachant qu'après, au moment où vous allez distribuer, vous vous retrouvez potentiellement avec la version smartphone, la version tablette, la version Mac, la version PC, la version web. Ça fait 5 versions, plus toutes leurs versions de distribution. Steam, Mac Store, App Store, Amazon, machin, etc. Et chacune a ses limites, ses façons de fonctionner. Donc vous vous retrouvez à sortir des exports dans une quantité faramineuse, et ça prend beaucoup de temps. Et quand il y a une mise à jour à faire, il faut la faire partout. Et ça prend beaucoup de temps, et c'est très important de bien estimer ce temps-là, parce que c'est un coût de prod qui n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que là, on travaille avec France Télévisions, qui a ses outils de marquage de l'audience, de tagage d'audience, en l'occurrence Xiti AT Internet, et il n'y a pas de plugin dans Unity pour cette techno-là. Comment est-ce qu'on fait pour taguer Unity en web avec cette techno-là ? Il a fallu que notre dev invente un truc. Donc ça prend du temps parce qu'il faut tester, il faut que ça marche, etc. Et il est hors de question de ne pas utiliser AT Internet. En ce moment, on développe un autre projet avec Unity pour Arte. On en a parlé aujourd'hui. C'est AT Internet et ce n'est pas une discussion, c'est essentiel pour eux. Donc il faut qu'on prévoie le temps de développement pour développer ces outils de marquage, d'intégrer ces outils de marquage dans Unity. Donc ça, c'est plutôt faites attention. J'ai dit que c'était pas cher, c'est pas très cher, mais notre société de production a été obligée d'acheter une licence Unity, puisque Lexis avait la sienne, mais nous on continue à faire des ajustements dessus. Donc il y a des coûts d'achat de licence qui sont pas négligeables, même s'ils sont faibles. Et puis dernière chose, on vient d'en parler tout à l'heure, la compatibilité avec Chrome. Il se trouve qu'avec Unity 5 qui va sortir, on va rebasculer sur du WebGL et on va sortir du plugin Unity petit à petit. N'empêche qu'aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est le web plugin, le web player Unity. Et ce plugin-là n'est plus supporté par Chrome depuis quelques jours. Donc, au moment où on sort un projet comme ça, bim, toutes les expériences Chrome tombent. Et en plus, on ne comprend pas parce qu'il n'y a aucun message, rien. Ça marque juste de télécharger le plugin. Donc, super déceptif pour l'audience. Quand on connaît les scores de Chrome, c'est vraiment très embêtant. Donc, il y a quand même des limites parfois d'ajustement entre des gros acteurs de l'industrie sur leur techno qui font qu'on peut se retrouver parfois un petit peu coincé entre deux trucs. Donc voilà pour Unity, moi je trouve que ça marche plutôt bien, j'ai mis le nez dedans parce que il faut parfois aller vite à faire des trucs et même moi qui ne suis pas du tout technique, j'arrive à builder sur Unity, donc n'importe qui peut y arriver probablement. Gestion de la prod, c'est juste pour vous dire un mot aussi sur la complexité que ça peut générer de faire travailler ensemble une société de production audiovisuelle et un studio de jeux vidéo. Évidemment, on n'a pas la même terminologie, on n'a pas la même organisation, on n'a pas les mêmes réflexes. Et ça, c'est un facteur de ralentissement de la prod ou d'incompréhension. Donc, ce qui est le bilan de ça, c'est que c'est essentiel de très bien délimiter les périmètres d'action des uns et des autres, de qui fait quoi. Sachant que le studio, comme tous les studios, a un chef de projet qui va gérer le timing, le planning, etc. Mais nous, on a notre propre directeur de production. Directrice en l'occurrence, et comment est-ce que les deux arrivent à bosser ensemble, avec quels outils communs. Les studios de jeux vidéo, ils ont leur propre outil de débugage, ils ont souvent leur propre outil de planning. Donc c'est essentiel qu'au début de la production, les spécifications parlent de tout ça pour qu'on partage les mêmes méthodes et qu'on sache comment se conduit le projet. Et puis faire des efforts d'explication, parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes de part et d'autre, et en fait on constate qu'il faut plutôt faire de la pédagogie répétée, parce que finalement ça revient à changer de méthode de production, et c'est vraiment un truc qu'on apprend de ce projet-là. Un autre point
dont je voulais vous parler, parce que Nicolas m'a alerté là-dessus, et je trouve que c'est intéressant, c'est les playtests. À nouveau, c'est un truc très évident dans le jeu vidéo, ça ne l'est pas du tout dans la production audiovisuelle. On fait alors recetter, faire du débugage, ça paraît évident. Les playtests, c'est pas ça. Les playtests, c'est on prend une version très amont du projet, il faut le faire plusieurs fois d'ailleurs, mais commencer assez tôt dans le projet et de confronter cette version-là avec des utilisateurs. Vous allez chercher un panel d'utilisateurs et vous leur mettez le jeu ou l'app entre les mains. Et ça donne des résultats assez étonnants. Alors à quoi ça ressemble je vous montre. Le panel, ça va de ta grand-mère à ton petit neveu? C'est ça. L'idée, c'est de prendre un panel le plus large possible. Hop. Alors, on utilisait plusieurs documents. Il y avait un questionnaire et puis il y avait celui-là. Voilà. L'idée, c'est que quand on fait un playtest, chaque personne à qui on fait faire le test est devant sa machine, iPad ou ordi, et en fait, nous, on le regarde. Donc c'est un truc un peu cobaye, et on est à côté comme ça, comme un type en blouse blanche avec... Mais en fait, ça c'est important parce que tout ça, là, c'est pas le joueur qui le remplit, c'est nous. Et donc on écrit ce qu'on constate, et c'est assez différent. Et ce qui nous permet, nous, de voir... parce que si on demande à l'utilisateur, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu du mal à faire quelque chose, il va pas forcément revenir sur un truc où il a vraiment eu du mal et qui, dans son expérience, était pas gênant. Sauf que nous, quand on le regarde, on voit bien que ça fait 3 fois qu'il clique et il se passe toujours rien. Donc probablement que la taille de tactile est à augmenter pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est assez intéressant de faire ça. On l'a fait à plusieurs reprises. Et en plus de ça, on faisait un petit questionnaire pour compléter le retour de l'utilisateur. Où est ma souris? Elle est là. Hop. Et ça, c'est un des docs de synthèse qui sortaient de ces sessions de playtest. Est-ce que... Où est-ce que je suis? Donc voilà, on voyait tout ce qui était compliqué, tout ce qui repartait après dans les équipes à faire. Ça, c'est un premier document de travail comme ça. Ensuite, ça se transforme dans le debug, dans l'outil de debug selon la nature de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est hyper important parce qu'avec ça, on a fait des... C'est moi qui fais de la musique ou... Ah non, c'est un téléphone. On a fait des modifications d'ergonomie. On a fait des modifications de scénario à plusieurs reprises. On a fait des modifications graphiques. Pas que des petits trucs techniques. On a vraiment changé des trucs dans la compréhension de l'histoire qui étaient pour nous hyper importants et qu'on n'avait pas vu venir avec le projet. Un rapide petit point sur le cadre juridique parce que c'est un truc un peu particulier dans ce projet-là et qui a été un gros chantier, qui a été un gros poste de dépenses de frais juridiques aussi. Sans rentrer dans les détails, il y a de l'édition, de l'audiovisuel, de la photographie, de la bande dessinée et du jeu vidéo. Voilà, tout ça ensemble, d'une part. D'autre part, il y a plusieurs pays, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie. Et il faut réussir à mettre tout le monde en état de fonctionner ensemble. Donc il y a un contrat de coproduction central entre France Télévisions, Casterman et Kids Appeal. Mais il y a aussi un contrat entre Casterman et Kong, un contrat entre les auteurs, les différents prestataires et Kids Appeal. Il y a un contrat entre Kids Appeal et le distributeur qui est Multipix. Donc ça fait beaucoup de contrats. Il faut que tous ces contrats se respectent les uns avec les autres. Ce qui est un truc assez évident quand on fait de la prod, on passe beaucoup de temps à faire ça. Sauf que quand on commence à écrire quelque chose avec des auteurs qui n'ont pas du tout l'habitude de céder tous leurs droits sur tous les territoires pour une exploitation numérique, par exemple, bah ça crée des embouteillages dans les contrats et les contrats ne se respectent plus les uns avec les autres. Donc là, on rentre dans de la négociation. Truc classique chez les producteurs, mais sur celui-là, on a passé quasiment 1 an à vérifier les chaînes de contrats, de droits, à revenir, à replancher, etc. Donc ça a été... La production, au total, c'est la durée 3 ans. C'est aussi parce qu'on a eu des moments où on ne produisait pas vraiment et on était en train d'ajuster ces éléments-là qui sont essentiels pour que, évidemment, tout puisse tomber.
Donc on a une avocate qui est spécialisée nouveaux médias et propriété intellectuelle qui a conduit un peu tout ça pour nous, mais ça a été un gros chantier. C'est ce qu'il me faut. Dernier point, sur le modèle économique du projet. C'est un projet qui a été donc cofinancé par France Télévisions Casterman, soutenu par le CNC et le CNL et Kids Appeal, donc nous qui avons investi dans le projet aussi. Et donc c'est un projet qui a été préfinancé aux 3/4, et donc son modèle économique hérite de l'audiovisuel pour ces raisons-là, mais c'est un projet qui est également monétisé, et donc dont l'exploitation va permettre de financer le reste de la production, voire avoir des recettes. Donc il y a sur le site de France Télévisions une version accessible, gratuite, parce que c'est un diffuseur public qui tient à avoir une version gratuite du projet, mais par ailleurs on l'a traduit en 5 langues et le projet est disponible sur tous ces stores-là et d'autres à venir dans plus de 80 pays. Pour terminer, je vous montre, parce que je vous ai dit plein de choses, mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand même. J'ai un iPad avec moi, je pourrais vous le montrer, on pourra regarder tranquillement. Donc au final, on va dire que c'est un jeu vidéo, mais on constate, puisqu'il vient de sortir, que tout ce qu'on a mis dedans, c'est-à-dire un énorme travail de documentation, qu'on a mis partout dans les décors, il y a plein de petits objets qui débloquent des trucs dans la gazette, qui nous accompagnent. Il y a en fait un énorme scénario comme ça extrêmement documenté qui a été transformé en plein d'éléments interactifs au cours d'une aventure qui est construite vraiment comme un jeu vidéo, dont le moteur est la résolution d'énigmes. Donc cette espèce d'aventure incroyable là, quand ça sort, on l'appelle jeu vidéo parce qu'il faut bien lui donner un nom. Mais pour nous, c'est une aventure interactive, gamifiée dans l'univers de Corto Maltese. Donc c'est un jeu vidéo, mais c'est pas complètement ça et c'est un peu plus que ça. Et donc tout le boulot qu'on a à faire maintenant, c'est de bien expliquer ça. Quand, voilà, on a tout remis, jeu vidéo, ça sort. Il faut qu'on accompagne ça pour expliquer toute la démarche. Voilà, bref, achetez-le à Noël. Offrez-le. Steam, par exemple. Pardon ? Il coûte combien, par exemple ? Sur Steam, il est sorti à 9,99, mais sur iPad à 4,99. C'est Mac PC, iPad, Android. En tout cas, merci, merci Mathieu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu Storycon, notamment sur les limites et potentialités d'Unity. Je crois que c'était vraiment dans le sujet. Si vous avez peut-être une ou deux questions, on va essayer de tenir le timing. Donc si vous avez une ou deux questions ou remarques à Mathieu, et puis ensuite on passera aux deux autres projets de manière à pas trop déborder. Et puis de toute façon après il y a l'informel, aller discuter après. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres de budget, même si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, mais au moins le coût global de la part du budget prod
On ne s'est pas parlé avec nos coproducteurs pour savoir si on rendait les chiffres publics ou pas. Mais en proportion, je peux te le dire. Il y a 3/4, il y a 75% de préfinancement dans le projet et 25% à venir dans l'exploitation. Enfin, c'est un souhait, un objectif. Mais la répartition entre l'audiovisuel et les jeux vidéo, en fait. Il n'y a pas d'aide jeux vidéo. En fait, on avait rencontré le CNC pour savoir quel était le guichet qui correspondait au travail qu'on était en train de faire. Je crois que la question c'est autour des coûts, c'est-à-dire si tant est que ça puisse se diviser, quelle est la part des coûts masse liée à l'audiovisuel et liée au jeu Il n'y a vidéo. pas de dépenses audiovisuelles dans le projet. Il y a que... C'est Pas de tournage d'image. Non, c'est un jeu vidéo dont la direction artistique, c'est un mélange de décors interactifs, de bandes dessinées qui ont été animées, mais qui ont été animées par Lexis Numérique, et de photographie. Donc il y a un coût du photographe, des images qu'il a été faire pour nous, mais ensuite c'est devenu des assets chez Lexis et elles ont été montées dans 3ds Max. Donc c'est vraiment une production purement interactive. Il n'y a pas de production audiovisuelle. Donc le CNC a financé un jeu vidéo, en principe. Alors le CNC, de toute façon, avec le fonds d'aide aux jeux vidéo, finance du jeu vidéo. Mais on n'était pas dans ce fonds-là, on était Nouveaux Médias. Parce que justement, on s'est concerté, on a rencontré le CNC pour savoir quel était le bon fonds. Voilà. Voilà. La version gratuite sur le site de France Télévisions, c'est quoi? C'est une version en live? Non, La version intégrale? oui. Et c'est le cas particulier de la France, puisque étant diffuseur public, il diffuse gratuitement l'œuvre, et c'est le seul territoire où on a accès à l'œuvre gratuitement. Ou Safari, ou Internet Explorer, ou Opera, voilà. Mais pas Chrome. Voilà, mais pas Chrome. Tu es passé assez vite sur le moment où tu dis que c'était un projet de création interactive. Au moment où vous avez décidé d'en faire un jeu, qu'est-ce qui vous a vraiment... En fait, les enjeux et les questions tout ça, c'est une phase de 6 mois, donc c'est plus long que une présentation comme ça laisse penser, mais dans l'idée, en fait, on est parti, on a travaillé au tout début avec un réalisateur avec qui on avait envie de bosser, qui connaissait très bien Pratt, qui était bilingue italien, et dont on aimait beaucoup le travail, et on est parti dans cette première proposition plutôt documentaire. Et puis lui était plus dispo, donc on a arrêté de bosser avec lui à ce moment-là, et on a eu notre aide au développement, et on s'est dit qui va jouer ce rôle-là de réalisateur, ce que je mentionnais tout à l'heure. Mais à ce moment-là, on était déjà depuis longtemps en train de se dire que, évidemment, les arts numériques et le jeu vidéo avaient des longueurs d'avance, et que finalement, les web documentaires étaient assez insatisfaisants du point de vue utilisateur. Pour moi, prendre une vidéo, la couper en morceaux et mettre des boutons pour appeler les vidéos, oui, on fait tous des erreurs, mais d'un point de vue expérience utilisateur, je vois pas l'intérêt de ça. Alors parfois ça marche, mais le plus souvent, je pense que ça tire pas parti de la puissance narrative du jeu vidéo ou de ce qu'on peut faire aujourd'hui en web. Donc l'envie d'innover, d'aller dans cette direction-là, le fait de se dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont capables de tenir une réalisation interactive complète, de gérer les équipes, de comprendre les enjeux du scénario et les enjeux des diffuseurs, moi j'avais plutôt l'impression de les trouver chez les game designers. Alors comme celui avec lequel on a travaillé était en plus directeur artistique et en plus fan de Pratt, ça faisait quelqu'un qui pouvait conduire. Et c'est en décidant de travailler avec Lexis qu'on a un peu glissé évidemment vers le jeu vidéo, et au moment où on s'est dit de toute façon on veut une fiction, on veut une histoire, on veut un scénario original dans lequel on va convoquer les personnages de Pratt et des personnages qu'on va inventer.